Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal et comme à l'habitude, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Bonjour Mario, comment vas-tu? Je vais bien. Sais-tu que je trouve ça drôle parce que ça fait plus de 8 ans là, que je fais toujours la même intro où on discute d'architecture sur la plateforme Microsoft.net. Puis je me rends compte avec notre invité d'aujourd'hui qui est Dominique Sévigny. Salut Dominique en passant. Salut Guy, salut Mario. Salut. Je me rends compte parce que le sujet qu'on va traiter avec Dominique, c'est qu'on sort un peu du cadre Microsoft.net parce qu'on veut parler du Consumer Electronics Show, le CES. Puis, c'est pour dire, hein, il y a 7 ans, si tu m'avais dit « Ah, un jour, Mario, on va faire des émissions où on va parler des bidules pour les consommateurs », j'aurais dit « Ben voyons, ça a été un show pour les programmeurs. » Faut jamais présumer de rien dans la vie. Absolument. Guy, qu'est-ce qui se passe de bon de ton côté? Le petit chemin va loin. Petit chemin va loin, hein? Écoute, ça fait presque un an que tu es chez le même client. Ah, à peu près, oui, c'est nouveau pour moi parce qu'habituellement, effectivement, j'avais des mandats d'une plus courte durée. C'est moi qui est dans l'inverse parce que moi, j'ai été presque pendant 3 ans de temps chez le même client. Ouais. Puis là, après ça, 14 mois avec l'équipe Urban Turtle. Là, depuis 7-8 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois chez les clients, mais puis souvent plusieurs clients de front. Et hey, je vais en profiter pour faire savoir à nos auditeurs, ceux qui restent dans la région montréalaise, je vais donner ma formation Team Foundation, le fameux Team Foundation Tour. Je dis le fameux, peut-être fameux pour moi, mais peut-être pas si fameux que ça pour les auditeurs, parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Ça fait quoi, 2-3 mois que j'avais mis en place toute une formation autour de Team Foundation, comment l'adopter, les bonnes pratiques, puis surtout comment utiliser ça efficacement quand on utilise les pratiques agiles. Puis, je donné ce cours-là à Ottawa, Québec au mois de décembre. Et là, je l'ai cédulé pour le 22 février. Donc, c'est un petit rappel à nos auditeurs. Ceux qui sont intéressés, ben vous venez sur mon site web. Toute l'information est là. Puis, c'est une formation de 3 jours? Une journée. Une journée, pardon. Oui. Une journée. Donc, c'est celle qui est plus comme quand même, qui en donne beaucoup en une journée. C'est une longue journée. Mm-hmm. C'est sûr que j'ai aussi la formation 3 jours, mais là, je vais voir que c'est celle qui dure une journée. D'accord. Donc, c'est le Team Foundation Tour. Puis, et on cherche ça comment? Pardon? Si on est intéressé, on trouve ça sur mariocardinal.com. D'accord. Vous allez avoir toute l'information là-dessus. Ou vous pouvez aller sur Team Foundation en un mot, -tour.com. C'est un autre portail où est-ce que c'est annoncé. Excellent. Écoute, Dominique, je t'ai donné la parole deux brèves secondes. En intro tout à l'heure. Je suis content de te voir. Écoute, on est tellement occupés qu'on a presque plus la chance de se rencontrer souvent. Non, moi depuis environ 1 an, je veux dire, j'ai comme un petit peu déconnecté du monde un peu des groupes discussions .NET, ainsi de suite au groupe. Là. Bon, ben on en parlait un petit peu tantôt, mais dans l'entreprise chez Ronald Server, on a pris une direction, on a encore la direction service, développement, consultation, tout ce qui est technologie. Ça va bien? Oui, ça va super bien. On a rendu une petite équipe de 17 et on commence à prendre une tangente aussi d'un nouveau produit qui m'a amené justement à m'occuper différemment de l'entreprise puis du produit. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai été au CES puis que tu veux que je t'en parle aujourd'hui. Écoute, avant de parler de CES, je voudrais quand même qu'on vienne brièvement sur qui tu es, parce que c'est pas tous nos auditeurs qui savent c'est qui Dominique Sévigny. À Montréal, t'es bien connu, mais des auditeurs qui nous écoutent d'un peu partout à travers la planète, ça c'est toujours surprenant, hein, quand on reçoit des emails du monde d'Afrique du Nord, d'Europe forcément. Puis des fois, du monde aussi de Montréal, on n'aille pas ça. Dominique, t'as été pendant plusieurs années avec Guy puis moi fortement impliqué dans la communauté .net de Montréal pendant presque une dizaine d'années. Ouais, j'ai commencé avec Guy en 1998. Il n'y avait pas grand monde, il y avait Éric Côté puis il y avait Éric Moreau. C'était pas mal ça. Puis t'étais un programmeur VB. J'étais un programmeur VB5, qui commençait en VB5, VB6 et là .NET est arrivé. Donc j'ai participé au groupe avec Guy longtemps, puis jusqu'à là 1 an, je m'impliquais. J'ai commencé évidemment à diminuer mes implications, puis là depuis 1 an, mais totalement
mort. Évidemment, l'entreprise a pris beaucoup de place. Mais c'est ça, à la base, je suis un développeur, donc développeur .NET. Fait 1 an, j'ai pas écrit une ligne de code et je ne pourrais pas en réécrire tout de suite, mais bon, on ne sait jamais. Mais c'est ça. Reconnu comme étant un expert du côté web. Toi, tu n'étais pas le développeur .NET classique qui fait du Windows Form, c'était pas ton bail. Non. Tu faisais du web et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as fondé ta firme Run at Server. Ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui font du web savent probablement ce que veut dire Run at Server. Exactement. Donc, ça dérive de ça. On était des développeurs ASP.NET, on a fondé la compagnie, on a fait beaucoup d'ASP.NET. Quand Silverlight est arrivé, bon, évidemment, on s'est concentré sur ces technologies-là parce qu'on y croyait beaucoup. Ça a dérivé aussi, évidemment, WPF, Silverlight, Windows Phone, toute application touch, tactile, environnement Windows. C'est un petit marché, mais c'est un marché qui est quand même là. Donc, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, contrairement à tous ceux qui pensent que Silverlight est mort. Bon, on a quand même 100% de notre staff en ce moment qui développe en Silverlight. Et c'est pas mort. Puis beaucoup pour des applications qu'on pilote avec les doigts. Ouais, exactement. On s'est vraiment focusé sur tout ce qui est tactile. Donc, Silverlight te permet de développer des cores autant sur une tablette, un poste standard, que sur un téléphone. Donc, on s'est vraiment spécialisé là-dedans. Une shop web qui est devenue un petit peu, on va dire, desktop avec Silverlight sur le desktop et ses applications. Donc, c'est un peu bizarre, mais bon, on fait plus beaucoup de web aujourd'hui. On est vraiment plus. L'aventure du tactile vous a amené à un moment donné à la vie étant ce qu'elle est. Il y a une opportunité, en tout cas, pour créer un produit du côté tactile. Ouais. Puis c'est là où est-ce que toi, que le futur de ta vie va se passer là dans les prochaines années. Ça s'appelle comment? Est-ce que ça va être encore Run at Server ou ça va être un nouveau spin-off? Non. Ça a tout été lancé officiellement le 29 novembre. Donc, c'est un produit qui s'appelle Smart Use. Donc, c'est smart-use.com. Donc, c'est un produit qui est à la base, c'est un software qu'on a développé en collaboration avec Hydro-Québec pour gérer des plans d'ingénierie et d'architecture vectorielle. Donc, qui permet en gros, c'est d'éliminer le papier le plus possible dans les salles à plans, donc dans l'ingénierie. Donc, on a fait le développement du software. On a commercialisé le software. Puis c'est tout tactile, là. Il n'y a pas de souris, pas de clavier, c'est tout avec les doigts. On supporte quand même le souris et le clavier parce que dans certains cas, tu sais pas tout le monde sur les versions desktop qui ont des écrans tactiles encore. Puis c'est pas un gros marché. Avec Windows 8 qui va arriver cette année, les écrans tactiles vont commencer à être plus abordables sur le marché dans les petits formats de 22 à 27 pouces par exemple. Mais donc c'est ça. Puis le software, on le fait en 3 versions. Donc sur une table tactile 55 pouces que je vais parler tantôt, on le fait sur la version de desktop pour les ingénieurs et on le fait pour les tablettes de chantier, donc comme Panasonic Toughbook ou des tablettes standards comme la Samsung Série 7, comme le Asus. Donc le software est adapté. Oui, il est fait pour être tactile, mais il supporte quand même la souris, il supporte quand même le keyboard, et ainsi de suite. Donc grosso modo, votre logiciel, là, c'est ça, pour ceux qui connaissent ce que c'est une salle de plan, qui ont une formation d'ingénieur. Ouais. Originalement, c'était une table avec des plans qu'on prend un papier, puis vous remplacez tout ça par une table tactile et maintenant tout est électronique. Ouais, exactement. Donc, on pense pas, on n'a pas la prétention d'éliminer le papier à vie, là. Mais disons que le prochain 10 ans va être je veux dire, notre objectif, c'est-à-dire de réussir. On a bâti une table. Souvent, les personnes nous demandent pourquoi vous faites du hardware. Ben, c'est simple. Aujourd'hui, on a fait un software et on était incapable de le rentrer dans les entreprises pour la raison suivante, c'est que les tables tactiles sur le marché sont toutes à plat, comme la table Surface de Microsoft. Et ça, dans la vraie vie, pour faire des beaux shows, pour montrer des vidéos, des photos, puis chez vous, dans les restaurants, dans un musée, des places comme ça, c'est bien beau, c'est bien le fun. Mais pour travailler. Mais dans la vraie vie, regardez une table à dessin, ce que ça a l'air, ben nous, c'est un software qui permet de manipuler des plans et tu as besoin d'avoir une table à un angle précis. Donc, ça prend une inclinaison. Ça prend une inclinaison, puis il faut que ta table passe, dans notre cas, dans une roulotte de chantier, par exemple, comme on est présentement sur le chantier de la Romaine avec Hydro-Québec dans le nord du Québec, on est sur le CUSUM avec SNC-Lavalin, l'hôpital McGill. Quand tu rentres ta table tactile dans une roulotte de chantier où est-ce que sont plus petites, mais ta table doit rentrer avec un angle précis pour pas non plus mélanger le touch quand tu touches. En tout cas, il y a toute une question d'angle là-dedans. Donc, on n'avait pas de table
tactile dans le marché avec des angles qui répondaient réellement aux besoins. Donc, vous avez décidé de la construire, de sous-traiter et d'avoir vos propres, de vendre le matériel avec le logiciel. Ouais, on a complètement designé nous-mêmes la table. Donc, ça a tout été designé, les plans ont été faits, puis on a pris un sous-contractant pour faire la fabrication. Donc, on commande des pièces en Chine, on fait venir des pièces. On a un morceau de la Chine, on en a tout le reste, c'est tout américain. Puis, la table est montée complètement custom et c'est 55 pouces multitouch, 6 points de contact et c'est vendu avec la licence. Il y a un projecteur HD intégré avec un ordinateur super puissant, 16 GB de RAM avec 10 de SSD. C'est vraiment une très bonne machine. Évidemment, c'est pas pour monsieur tout le monde. Ça a un coût assez élevé, mais c'est fait pour le domaine d'ingénierie. C'est intéressant parce que c'est une espèce de niche aussi. Ouais, là. C'est une niche très verticale. C'est pas un produit horizontal. On s'est fait demander régulièrement d'acheter notre table pour d'autres domaines d'expertise comme des musées, des choses comme ça. On a refusé. On a fait une table pour le domaine de l'ingénierie, l'architecture et on l'avait bundlé avec le software plus des licences additionnelles et ce n'est pas un produit qui est horizontal, c'est un produit qui est vertical, qui répond à un besoin précis. Mais là, si vous faites un produit vertical, puis c'est sûr que là maintenant, toi, tu as deux entreprises. Tu as Run At Server qui fait du conseil avec Laurent, puis Laurent, je pense, va prendre un rôle plus de leadership. Puis toi, tu vas prendre plus un rôle de leadership sur Smart Use. Qu'est-ce qui fait que ça t'a amené à dire faut que j'aille au Consumer Electronic Show, donc comme le nom le dit, au show électronique pour les consommateurs quand tu fais un produit vertical? Ouais, c'est historiquement, moi je viens du monde électronique télécom, donc j'ai étudié là-dedans, j'ai dérivé en software avec la bulle techno des années 2000, mais initialement, je veux dire, je suis un gars plus de hardware, donc la raison du produit, évidemment, de bâtir nous-mêmes, ça a été naturel. Je connais bien le software tactile, je connais bien le hardware quand même, donc au CES, ce qui est intéressant, c'est que on a fait des tests nous dans les derniers mois avec Hydro-Québec sur les écrans tactiles. Pour les postes, les ingénieurs, les écrans 22 pouces, ainsi de suite. On a testé des Acer, on a testé des Dell. Ergonomiquement, c'est impossible d'avoir un écran qui est comme vous l'avez actuellement sur vos postes de développeurs de façon tactile. Donc, pourquoi? La raison est simple. On l'a testé, nous, pendant plusieurs mois et tout le monde a mal à l'épaule. Donc, pensez, lorsque Windows 8 va arriver, tout le monde se dit que ça va être tactile. Pensez-y que je ne sais pas comment on va réussir à avoir les écrans tactiles sur Windows 8. Oui, c'est bien beau pour les tablettes, mais ton poste de travail standard, ce n'est pas ergonomiquement naturel de faire du touch sur un écran standard dès que tu as une souris. Donc, on n'est pas là encore. Puis nous, on a ce besoin-là. Donc, on a besoin d'avoir des moniteurs qui peuvent s'encastrer, qui n'ont pas de frame alentour et qu'on peut customiser comme on veut. Donc, mon objectif, c'était d'aller voir qu'est-ce qui se fait sur le grand format des écrans tactiles pour voir si je peux améliorer mon produit au niveau 55 pouces, d'aller voir la table surface, d'aller voir les autres modèles et d'aller voir le petit format. Donc, j'avais trois choses. J'avais le grand format, le format desktop où je voulais voir qu'est-ce qui existe sur le marché. Puis après ça, il y avait les tablettes, évidemment. Donc, on connaît tout le monde des tablettes Apple et Android. Notre software est basé sur .NET, donc tablette Windows. On sait que Microsoft n'est pas encore dans le game, mais il y a quand même des très bonnes tablettes comme Samsung et Asus qui se fait quand ils roulent sur Windows 8, mais ça roule parfaitement. Donc, mon objectif, c'était d'aller voir qu'est-ce qui se fait sur le marché. Et aussi en parallèle, ça c'est côté produit, mais en parallèle, c'était d'aller voir le lancement d'un petit peu de la première exposition de Nokia qui va lancer tous les téléphones Windows Phone 7 qui sont assez intéressants, vraiment incroyables. Puis qu'on voit que Microsoft au niveau Windows Phone ont pas mal tout délégué à Nokia pour tout ce qui est marketing, tout ce qui est lancement. Donc, tout aujourd'hui se deal avec ça. Donc, je suis allé évidemment le voir tout ce qui était nouveauté au niveau téléphonie. Fait que c'est un petit peu ça. J'ai eu quelques constatations. Je sais pas comment tu veux poursuivre la discussion. Peut-être, on va faire une bifurcation. Je parlais de Windows Phone un peu. Ouais. D'après toi, est-ce que tu penses que Nokia va relever le défi parce qu'il... En toute transparence, on a une entreprise qui fait du Windows Phone. On en fait. Moi, honnêtement, j'ai peur un petit peu. Ouais. Je veux dire, avec l'expérience Xbox qui sont arrivés après Nintendo et après PlayStation, tout le monde disait ils réussiront jamais. Ouais. Ils ont réussi. Aujourd'hui, je veux dire, ils ont réussi. Xbox est quand même numéro 1. Ils ont réussi. Fait que c'est ce qui me fait. J'ai une tendance à dire. C'est quand même une grosse machine, la machine Microsoft. Moi, je pense que sans Nokia, oubliez ça. Je pense que Microsoft ne serait jamais arrivé. Là, avec Nokia, j'ai vu un petit peu les téléphones, j'ai vu un peu le lancement, j'ai vu comment ils veulent pousser ça à fond.
Je pense fortement qu'il va y avoir de quoi de gros, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose de magique, que ce soit des téléphones pas chers, que ce soit... Ouais, ben je sais que Nokia veut inonder le marché, là, mais de quelle manière, on ne sait pas. Puis Nokia est très fort aussi dans les marchés émergents, Ouais. avec des téléphones qui sont vraiment pas dispendieux. Donc en Asie, Sauf en que Inde, et tout ça. un des téléphones qu'ils ont montré, c'est un téléphone haut de gamme, là. Oui, Il mais... a un écran un peu plus grosse même qu'un iPhone 4. Ouais, mais c'est peut-être pas la force de Nokia. La force de Nokia, c'est vraiment dans les marchés émergents, là, puis avec des téléphones qui sont pas chers. Donc peut-être ils vont réussir à baisser au niveau de manufacturier là, le coût des appareils, tout en gardant en fait le cœur de Windows Phone. Effectivement, parce que quand tu regardes toutes les statistiques, les Gartner de ce monde, ils prévoient d'ici 3 ans qu'Android va être encore numéro 1. Ils prévoient que Windows Phone va être 2e, puis qu'Apple va être 3e et BlackBerry 4e. Fait que tu dis, je pense qu'ils vont réussir à prendre une part du marché, mais s'ils vont chercher 10, 15, 20%, c'est déjà bon, c'est déjà gros. Ouais. Je pense que Apple va diminuer parce que c'est juste une question de distribution. Ils ont un téléphone, un OS that's it. Ce qu'Android réussit c'est leur force, puis c'est leur faiblesse. Exactement. Ils vont être dans le haut de gamme. Exactement. Ils vont continuer à faire des grosses marges, comme ils ont toujours fait sur toutes leurs produits. Exactement. Puis Android réussit, pourquoi? Parce qu'ils distribuent sur différents opérateurs. Microsoft vont rester avec Samsung, HTC, Nokia, tout ça. Donc je pense qu'ils vont réussir, mais il y en a encore pour un an ou deux. À mon avis, 2012 va être vraiment décisif là-dessus avec tous les prochains lancements. Moi, il y a quelque chose qui va peut-être changer la donne. Puis on verra ce qui arrivera, mais avec toute cette prolifération-là de téléphones, je serais pas surpris à un moment donné, qu'il arrive un peu comme qui est arrivé à RIM, qui n'ont pas été capables de donner du service pendant plusieurs jours. Mais il faudra voir si Google, Apple vont toujours être capables d'assurer la sécurité. Puis à un moment donné, il faut juste qu'il y ait des événements majeurs où est-ce que tu as des enjeux de sécurité. C'est pas la même chose parce que RIM offre le back-end là, au niveau de la messagerie, là, tandis que Apple offre pas de back-end. Là. Ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il faut juste qu'il arrive un événement très médiatisé qui serait malheureux, mettons, pour Apple ou pour Google, puis ça peut changer la perception et donner une chance à Microsoft. Je suis pas sûr. de Regarde, sur Android, là, c'est une niche à virus, puis à malware, puis tout ça, puis regarde, les gens s'en foutent, là. Mais bon. C'est une autre histoire. On verra, c'est mon téléphone. Les gens s'en foutent tant qu'ils ont l'impression que ça les touchera pas, mais tant qu'il y a un jour, il arrivera quelque chose qui va accrocher l'imaginaire, là, ça peut faire médiatiquement avoir un impact. Mais ce qui est dommage, c'est que pour nous qui sont tous des adeptes Microsoft, on va dire, vendus, si on peut dire, ce qui est dommage, c'est que quand tu travailles... Faut que tu parles pour toi, parce que moi, je suis un fier utilisateur de Windows. Mais quand tu as touché un iPhone pendant... Moi, en tout cas, c'est mon cas personnel, j'ai eu un iPhone pendant 3 ans, les 3 premières années. J'ai passé à Windows Phone. Aujourd'hui, tu me demanderais si je veux retourner au niveau utilisateur. Oubliez argent, oubliez le développement, là, que je peux en profiter. Là. Si vous me demandez si je retournerais du côté iPhone, jamais de la vie, je vais dire Microsoft, tout ce qui est pour la personne qui est productif au niveau email, calendrier, contact, task, toutes ces choses-là, c'est sûr que Microsoft a une longueur d'avance. Puis tout le monde qui a essayé le téléphone Windows Phone dans toutes les Engadget, les CNET de ce monde ont tout dit, c'est un des meilleurs OS téléphoniques qu'ils ont. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont tellement en retard, le marché est déjà pris, les gens ont déjà des contrats, et c'est ça qui arrive. Les gens ont adhéré à des téléphones haut de gamme qui valent 600-700$ sur des contrats de 3 ans. C'est pas n'importe qui le matin qui va changer son contrat. Ouais, donc là, ils sont prêts avec des cycles de 3 ans sur le téléphone, puis il faut qu'il arrive au bon moment. C'est pour ça qu'ils travaillent sur la nouvelle technologie LTE, parce qu'ils savent que pour les 3 prochaines années, la guerre est perdue. Pour eux autres, ils travaillent sur un éventail de 5-10 ans en disant qu'il faut revenir. Exactement. Donc, mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a Donc, c'était le petit intermède Windows Phone. Ouais. C'est intéressant parce que c'est là que Nokia a fait ses gros dévoilements. Oui, en premier. C'est-à-dire que les dévoilements avaient déjà été faits un peu, on les savait. Les modèles de téléphone qui s'en venaient, on le savait, mais c'est là qu'officiellement, ils ont vraiment publicisé. Il y avait un vrai kiosque Nokia qui était gigantesque. Il y avait vraiment, et là, c'était 100% Windows Phone.
Et là, il y avait du monde. Là, tu vois que les gens portent un intérêt majeur. Donc, mais toutes les annonces de Nokia ont été faites là. OK, donc il y avait une grosse partie qui était Oui. la mobilité. Oui. Oh, oui. Ils n'ont pas annoncé avec un. Tu sais, Non. c'est AT&T. Ouais. C'est pas. tu sais, Non, mais ils ont annoncé quand même, c'est rare. Ils ont annoncé au Canada avec Rogers et TELUS. Ouais. Ils ont annoncé évidemment la disponibilité du fameux Lumia 900 qui va être disponible aux États-Unis, qui là, il est le téléphone. Je Tu l'ai vas-tu essayé. switcher pour ce téléphone-là quand il va être disponible? Il y a des très 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 bonnes chances. moi j'étais avec le Samsung Focus qui à mon avis à l'heure actuelle est le meilleur là, sur Windows Phone. Mais je veux dire oui, effectivement c'est le téléphone. Ça, il là, tente, comme on dit. Ouais, c'est ça. On verra. En faisant juste grossir un peu le form factor, c'est pour parler en chinois. Donc, on va passer du 3-4 pouces ou quoi? 10 pouces. On va parler pour nos auditeurs européens. Donc, du quoi? Tablette. 10, du 5 cm, on va Ouais, monter c'est ça. au 15 cm. C'est ça. Donc, la tablette. Ouais, pour les tablettes. Qu'est-ce qui t'a frappé là-bas? Ma constatation là-bas, c'est si j'avais un chiffre à mettre sur les tablettes iPad, on en voyait seulement dans les mains des users, des utilisateurs là-bas. C'est pas le show Apple, de toute non, façon. c'est ça, c'est pas un show Apple. N'empêche que dans une salle de mobilité où j'assistais à une conférence, 9,8 tablettes sur 10, C'est des iPads. c'est des iPads. Donc tout le monde a leur iPad sur eux. Dans les shows, dans tous ceux qui présentaient des tablettes, donc il y a des milliards de tablettes qu'on ne connaît même pas, qui viennent de l'Asie un peu partout, qu'on n'aura peut-être jamais ici. 100%, non c'est pas vrai, je vais dire 95% des tablettes, c'était tous des tablettes Android au complet. Pourquoi? Parce que c'est facile, c'est moins cher, ils installent un OS qui est un vrai OS de tablette, donc c'était des tablettes. La seule différence que je vois, c'est que les autres tablettes qu'il y avait, c'est quoi les tablettes Windows? On le sait, Windows 7, c'est pas une tablette. C'est pas un OS qui est fait pour être Pas tactile. du tout. Non. Ce n'est pas un OS pour ça, c'est un vrai PC. N'empêche qu'il y a du marché minime quand même pour ça. Nous, on en est un exemple. On a des vraies applications qui sont pas développées à la Windows 7, qui sont développées à la, on va dire, Android ou Apple avec des gros boutons, une interface par-dessus Windows, une application WPF qui roule. Donc, ça n'empêche que on a quand même besoin de tablettes. Mais la différence, c'est quoi? Une vraie tablette Apple ou Android, c'est des tablettes avec pas de port HDMI, pas de port USB, that's it, on-off caméra et c'est tout. Et c'est des tablettes avec des petits processeurs, il n'y a pas gros disque dur. Du ARM, beaucoup. Du ARM. Tu tombes dans les tablettes Windows, tu as le même type de tablette aussi qui existe avec des ARM, avec pas grand-chose, ça roule pas. Ça marche pas. L'Exo PC est un exemple parfait. Au Québec, ça ne roule pas. C'est pas performant. Pourquoi? Parce que Windows 7 n'est pas fait pour rouler sur des hardware comme ça. Sauf que j'ai vu beaucoup de constructeurs relancer leurs vieilles tablettes Avec Windows 8. avec Windows 8. Ils ont pris les mêmes tablettes, ils ont brandé ça différemment. Ils ont mis Windows 8 là-dessus et c'est toute une autre tablette. Tu as l'impression que tu tombes dans un monde Apple, Android, où est-ce que là, tu as une tablette au même prix, avec des ports USB, des ports HDMI, avec des disques durs, un vrai PC, avec un OS qui est une tablette. Mais l'enjeu, ça sera pas des applications. L'enjeu, ça va Parce être que beaucoup moi, d'applications. entre demain matin et m'acheter un tablette Windows 8, c'est bon, quelles sont les applications que j'utilise tous les jours sur mon iPad que je voudrais au moins avoir un équivalent. Puis là, on va voir bientôt, là, dans quelques mois, on va avoir un premier bêta de Windows 8. On verra qu'est-ce qu'ils vont livrer comme application avec Microsoft vont probablement livrer quelques applications de base. Là. Ben, nous, de ce qu'on sait, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas divulguer, là, mais il y a plein Microsoft va avoir des millions d'applications, des grosses applications qui vont être lancées avec officiellement le Windows 8 qui va sortir en 2012. Moi, je peux vous dire qu'il y a du budget qui sort des poches de Microsoft en ce moment et il y a certaines compagnies qui vont développer beaucoup de Windows 8 parce que il y a du budget énorme, ils veulent rentrer dans le marché. N'empêche que moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont sortir beaucoup de tablettes, ils vont sortir Windows 8. Les grands fabricants, HP, Dell, ils vont tous offrir Windows 8. L'interface graphique, il est attirant. Ils vont mettre des tablettes Windows et les Microsoft va le vendre comme t'as un Apple, t'as de la misère à ouvrir tes documents Excel, Word, ainsi de suite. Là, ce que t'as sur le PC, tu vas l'avoir sur ta tablette. C'est une extension. Et un jour, une extension, puis un jour, ils vont dire, regarde, tu l'as en plus, veux-tu l'avoir sur ton téléphone? Et c'est le merge des 3 devices qui va faire en sorte que Microsoft va réussir. C'est Windows 8 qui va faire vendre le hardware.
de façon Mais majeure. ils vont pouvoir aussi offrir cette offre-là aux entreprises. Ouais. Parce que là, tu vas pouvoir dire aux entreprises, vous pouvez mettre vos tablettes, vos téléphones sur votre Active Directory. Ouais. Parce que le plus gros enjeu en entreprise aujourd'hui, c'est que les iPads, ils vivent dans leur propre monde. Ils ont juste une connectivité Internet, mais tu peux pas les autoriser sur ton réseau. C'est ça. Donc, grosso modo, ils sont comme ils peuvent vivre, mais toujours à côté. C'est ça. Puis si tu es sérieux en entreprise, dis non. Je dirais que vraiment de reconnaître cette machine-là. Puis, faut se le dire, à part Active Directory, il n'y a pas grand autre. C'est un peu mort. Dans l'entreprise, là, c'est Microsoft qui est roi et maître. Là. Il est roi et maître du côté de Active Directory, SQL Server, du côté de tout ce qui est bureautique. Puis là, en offrant cette connectivité-là, il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire, ben oui, OK, des tablettes Windows 8, ça rentre chez nous. iPad, ben, tu vas toujours rester en vase clos, tu seras pas vraiment... En marge, ouais, t'es en marge. Ce qui est bizarre, c'est que Microsoft veut s'orienter vers Home plus consumer des 10 prochaines années. Plutôt que d'aller vers l'entreprise. Dans l'entreprise, parce qu'ils ont pris... Mais moi, je pense que les produits, les tablettes Windows 8 vont être intégrés en entreprise avant les home users. Je suis convaincu que le marché ira pas où est-ce qu'il pense qu'il va aller. Moi, je suis convaincu que... Oui, parce que j'imagine qu'au niveau des départements informatiques des entreprises, là, ils n'ont pas de contrôle sur ces iPads-là. Ils se connectent sur les réseaux, mais ils vont pouvoir mettre des policies sur ces appareils-là. Il n'y a pas quelqu'un de sérieux en entreprise qui va dire, écoute, il y a un bidule qui se connecte sur mon réseau et c'est pas sécurisé. C'est pas une solution acceptable pour aucune organisation, là. Écoute, c'est comme si tu laisserais la porte d'en arrière ouverte pour quelqu'un qui rentre puis tu sais pas qu'est-ce qu'il fait. Tu dis non, faut qu'il s'autorise, faut qu'il soit authentifié. Puis l'authentification dans les entreprises, ça se passe avec Active Directory. Donc si Microsoft, ils vont être un des rares, écoute, mais Apple, même s'ils ont eu 2 ans, 3 ans de fenêtre d'opportunité, leur intégration, par exemple, avec Exchange, c'est encore très limite. Oui, mais pas tout à fait. C'est un endroit où Microsoft peut prendre... Tout ça pour dire qu'on verra en 2012, mais je pense que c'est ça, parce que c'est exactement ça que je pensais. Présentement, il n'y en avait pas de tablette parce que l'OS n'est pas sorti. Donc, j'imagine quand... Il n'y avait pas de tablette là non plus, mais je pense qu'en 2012, on va déjà avoir des annonces. Il y a un autre monde qui va changer, c'est le monde des laptops. Donc, il y a Lenovo qui ont lancé des ultra portables. Des ultra portables tactiles. Les laptops, maintenant, vont être vendus. Tout le monde du tactile dans le grand consommateur va vraiment changer. Fin 2012, début 2013, ça va être majeur tout ce qui va sortir. Mais si tu penses d'un ultra portable tactile, ça veut dire que là, tu vas pouvoir pencher puis tu n'auras pas mal à l'épaule parce que non, mais on a vu des laptops... le fameux Yoga. Le fameux Yoga, là. Lenovo. Ça a l'air... le nouveau Yoga, ça a l'air vraiment incroyable, la façon qu'il est faite. T'as comme 3 façons de déposer sur ta table. On sait pas, c'est dur, mais je pense que le marché du tactile... Je sais qu'au niveau des Ultrabooks, là, je pense que c'est un créneau qui est fort intéressant. Je m'en suis procuré un dernièrement. Puis moi, Asus, pour ne pas le nommer. Ouais, le ZenBook. Et puis moi, je suis en amour avec cet appareil-là. Il est fin, il est petit, il est puissant. Mais j'imagine si les prochaines générations viennent avec des écrans tactiles, ça va être encore plus attrayant. Là. Ouais, c'est ça. Donc, puis il faut le revoir parce que toutes les espèces d'ordinateurs convertissables que tu peux modifier, tout ça, c'est pas la première fois là, quand il y a des compagnies qui s'essayent, Dell s'est essayé, ça a marché. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui va arriver avec la fameuse formule que tu vas pouvoir vraiment t'en servir comme un tablette quand tu as besoin, t'en servir comme un laptop quand tu veux? Ça reste à démontrer que... On a encore beaucoup d'enjeux, mais n'empêche que l'OS, Windows 8, va pousser la technologie à sortir rapidement. Sauf que tu me dis, oui, Windows 8 est là, mais 95% de ce que tu as vu comme tablette, c'était du Android. Donc, on est dessus. Y a-tu quelque chose qu'on comprend pas puis que le reste de la planète... C'est quelque chose de complètement différent au niveau des ordinateurs. Attention. Les tablettes Android, au niveau hardware, c'est des tablettes avec des disques durs, la même affaire. Rapidement, là, c'est parce qu'ils n'ont pas de Windows 8 encore, mais rapidement, ils vont prendre les mêmes tablettes, ils vont juste changer l'OS dessus et that's it. Donc, tu vas avoir des tablettes qui vont être vendues sous format Windows, sous format Android, puis les gens auront le choix. Moi, c'est ce que je pense. Donc, un peu comme déjà Asus fait ça, il offre toujours la série en Windows ou en série Android. Puis il voit où le marché est, puis c'est le marché qui décide. Il offre les deux, donc je pense que c'est pas mal. Là, en ce moment, tout le monde offre Android. Quelqu'un qui était un peu méchant dirait il offre les deux, de toute façon, dans les deux cas, il faut qu'il paye une redevance à Microsoft.
Parce qu'on sait qu'il y a les brevets avec du côté d'Android qui font que Microsoft... À toutes les fois qu'il y a un téléphone qui est vendu, Microsoft fait de l'argent. C'est assez drôle, hein? Exactement. Quand on pense à ça. Ouais, j'avais lu à un moment donné que Microsoft fait plus d'argent avec les redevances des téléphones Android qu'avec leur division Windows Phone. Ouais. Donc, c'est plate un peu quand on soit rendu dans un monde où est-ce que tu peux jouer dans une stratégie au niveau des brevets. En tout cas, au niveau de l'innovation, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur, mais... Fait que pour terminer avec les laptops, les portatifs, est-ce qu'il y en a un qui... Ben oui, c'est celui que tu as nommé, là. le yoga? Le Novo Yoga, là, ça c'est vraiment... Pour ceux qui l'ont pas vu, ouais. c'était assez... Allez voir sur YouTube, tapez le Novo Yoga. On va mettre le lien, nous autres, sur la c'est page. Ah ouais, puis en fait, ce qui est impressionnant, c'est que, il transforme d'un laptop, donc qui est ouvert avec le clavier et l'écran, tu continues à le fermer finalement, donc tu l'ouvres et tu le fermes, le clavier est en dessous, donc eux autres, ils sont pas badrés de dire, ben là, le clavier est en dessous, c'est pas grave, il est désactivé. Ouais. Donc... ils en ont fait vraiment deux façons, laptop et tablette. Là, donc, c'est ça, on mettrait. Puis dans les tablettes, évidemment, il y avait le Asus EP121 qui était une très bonne tablette, mais depuis que Samsung ont sorti la tablette qui s'appelle Samsung Series 7 à la conférence Build, honnêtement, à date, là, c'est comme c'est la tablette, là, la tablette du marché. En ce moment, c'est elle. À savoir s'il va en avoir d'autres, probablement, mais c'est une des meilleures tablettes Windows. Là, donc, OK. donc, c'est ça. Puis... est-ce qu'on va en avoir des écrans tactiles plus grands que 23, 24 pouces, donc plus grands que 35-40 cm? Ouais, ça m'a surpris. Sur 3000 boots, là-bas, j'ai peut-être vu 2-3 boots maximum avec des écrans tactiles standards. Donc, ça commence. Là. Donc, 3M font des écrans de 19 à 27, 19 à 32 pouces. Il y a beaucoup de monde annonce les gros téléviseurs, très ultra minces, de 55 pouces ultra minces. Mais il n'y a pas de tactile là-dedans, c'est de la télévision classique. Il y a eu dans les écrans de desktop standard, là, j'ai vu du 19 à 22 pouces. Le problème, c'est qu'un écran à 22 pouces, c'est 1500 $ tactile. Un bon écran, c'est 1500. Oui. Donc, le marché n'est pas encore là. Je pense encore que le jour que Windows 8 va arriver et qu'il va y avoir beaucoup de ventes, les constructeurs vont commencer à diminuer les prix du tactile, probablement début 2013, puis là, on va avoir des écrans standards tactiles. Est-ce que j'y crois? Oui et non. Je veux dire, si tu as une souris dans la main, tu ne feras pas de tactile sur ton écran. Mm-hmm. Donc, ici, on l'a essayé, on l'a éprouvé, nous autres, chez Hydro-Québec, et les gens ont mal à l'épaule. Donc, faut faire attention tu as toujours la main levée. Donc, ça, c'est pas... on pense pas que c'est un mode, c'est pour ça que ça sort pas encore. Les gens attendent de voir si vraiment la nécessité va être là. N'empêche que un bel écran capacitif 22 pouces, c'est 1500 $ pour un desktop. Ça revient cher pour un écran, alors qu'aujourd'hui, tu vas payer un écran 27 pouces, 300 $, là, donc OLED. Donc, c'est ça. Fait que ça, il y avait des compagnies, mais dans mon cas, moi, je n'allais pas chercher pour trouver un écran standard de bureautique tactile. C'était pour trouver un écran 22 pouces qui a pas de... On appelle ça en anglais un bezel free. Bezel, c'est B-E-Z-E-L-L. Ouais, c'est où est-ce que t'as pas de cadre. C'est un écran pour que tu puisses toi la mettre dans exactement, ton propre. C'est que tu peux l'embedder, l'intégrer dans ton propre meuble. Puis nous, on fabrique, on va avoir une version de SmartUse qui va être directement mobile, qui va te permettre à côté de ton bureau et non pas encastré dans ton bureau pour pas découper ton bureau actuel, mais qui va être mobile, qui va te permettre d'être en angle, soit droit, couché, à plat, ainsi de suite. Donc, on est en train de commencer le design de ça. Ça devrait sortir d'ici un mois ou deux. Puis, c'était l'objectif. Encore là, un écran sans frame, 22 pouces, où tu dois bâtir ton propre meuble, mais c'est 800 $. Donc, c'est quand même la moitié du prix avec tout le flafla standard pour un desktop. Mais n'empêche que on a quand même accès à ces écrans-là, mais j'ai vu 2-3 compagnies. Donc, c'est pas un gros marché encore. Mais des écrans tactiles, on en voit, puis on s'en rend pas compte. Tu vois, dans l'avion, tu as des écrans tactiles souvent 6 pouces là, devant toi. Oui. Ben, ça c'est des compagnies comme ça qui fournissent ces écrans tactiles-là 22 pouces. C'est des écrans capacitifs et qui sont super performantes, mais tu payes. Parce que j'imagine que, si vous aviez le volume, parce que là, vous commencez, si vous aviez le volume, vous seriez capable de les faire manufacturer selon vos propres spécifications, par exemple, toute une question de volume, de marché et de demande. C'est ça, là. Mais attends, est-ce que si on le voit pas apparaître, le 55 pouces tactile, c'est-tu parce que c'est autre chose qui va apparaître? On parle beaucoup de
Kinect plus un 55 pouces, ou est-ce que là, le tactile serait plus, t'as pas forcément besoin d'être à côté, tu peux être à 6 pieds, tu peux être à 2 mètres, puis quand même bouger, puis un logiciel va te reconnaître. Est-ce que c'est mais là, tu mélanges deux choses. Là. Tu mélanges le home user et l'entreprise. Là. Je vois aujourd'hui, à l'heure actuelle, la Kinect, oui, c'est correct, mais vous le savez, là, on n'est pas à l'ère d'une Kinect qui réagit à de la précision énorme. Tout doit être, c'est slow encore, tu bouges ta main, oups, ça pogne pas, oups, ça clique pas, oups, ça... Donc on n'est pas là du tout c'est encore. C'est pas les mêmes applications. Non, puis du tout. Puis ça, c'est beaucoup plus du home user. Microsoft a annoncé la Kinect pour les postes. Ouais. Je veux dire, faut encore... oui, le SDK, il est là, mais il y a encore, d'après moi, encore 2, 3, 4, 5 ans avant vraiment de dire on est capable de ne plus utiliser une souris. C'est ça un petit peu l'objectif, hein, souris-clavier. Mais je pense, puis la reconnaissance pour vocale pour le clavier, tout ça, on est encore, à mon avis, à des années. Ça se peut qu'on va apparaître un peu comme les tout en un, mais qu'au lieu qu'il soit fixe, qu'il soit comme tu peux facilement le bouger pour le mettre en angle, tout ça. Aucune idée. Je sais pas. Mais tu n'as pas vu ça. Non. Une chose est sûre, c'est que dans les grands formats tactiles, comme nous on fait pour la 55 pouces, c'est pas dur. Tu as soit des overlays multitouch qui permettent d'envoyer des signaux touch à ton PC. Ça, c'est la solution pas chère et ça va très bien. C'est ce que nous on prend. Un écran capacitif 55 pouces, on n'a même pas vu là-bas. Puis ceux qui existent, que tu peux en faire, c'est 20 000 $. Donc, il n'y a pas personne. Là, tu n'as pas de software, tu n'as pas de meuble, tu n'as rien. Donc, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de marché. Puis ça, la principale raison pourquoi il n'y a pas de marché, c'est qu'il n'y a pas d'application existante encore en affaires pour les clients qui ont les moyens de se payer des écrans comme ça. Il n'y a pas de marché. Donc, nous, on a la chance. On a eu un partenariat avec Hydro où on a eu un vrai business case d'entreprise. On l'a développé au complet chez Ronat. Et là, on a un vrai business case tactile, grand format. Et c'est là que c'est intéressant. Ce qui est difficile, c'est quoi? C'est qu'on a un beau software, mais tu n'as pas le matériel hardware qui suit. Donc, faut que tu vendes le matériel avec. À un prix raisonnable. C'est ça le problème. Donc, tu dois le faire toi-même. Et tu n'as pas une qualité comme un écran capacitif, par exemple, mais il y a une question de coût et de rentabilité. Mais est-ce qu'on va se rendre là un jour? J'ai aucune idée. Dominique, moi, quand j'étais jeune, un de mes premiers employeurs, c'était une firme qui fabriquait du logiciel pour les médecins. Ouais. Et à l'époque, ils vendaient le PC avec le logiciel parce que c'est la seule façon de vendre un logiciel à des firmes de médecins. On parle là, écoute, début des années 80. C'était de leur dire, justement, la solution complète avec même le support et tout parce que pour ces gens-là, s'acheter un PC, c'était compliqué. C'est ça. Donc, on est peut-être juste à cette époque-là, nous, pour le tactile. Pour le grand format tactile, c'est exactement ce qu'on a chez nos clients. J'ai pas envie de me badrer d'aller acheter des écrans. Je sais pas où aller. Il y a pas beaucoup de marché. Nous, on les connaît, on les sait, on l'étudie. On était au CES pour ça. Et on vend le hardware et le software bundlé ensemble. Mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses aussi du support on a un support déjà ici 24/24 pour le produit. On est tout setupé pour le support partout. C'est assez complexe. C'est un nouveau milieu, un nouveau monde, mais c'est assez intéressant quand même. Là. OK, donc, bon là, on a regardé ce qui, toi, t'intéressait, mais il y a peut-être d'autres choses qui étaient en périphérie qui ont attiré ton attention. Oui, ce qui attire mon attention au CES, c'est que tous ceux qui nous écoutent, c'est probablement des développeurs .NET, développeurs dans le monde Microsoft. Vous devriez tous, à un certain moment donné, ne plus aller à un PDC qui n'existe plus, à un build, à un TechEd, à un mix. Vous devriez juste annuler ça pour une année et vous payer la conférence mix pour une raison. Un tout petit gars aime, ou petite fille aussi, mais. Tu disais la conférence CES? CES, oui. Parce que tout le monde, tu ne peux pas revenir de là insatisfait, tandis que quand tu as une conférence de développement, tu peux facilement revenir de là insatisfait. Ils t'ont pas montré des nouveaux produits. Là-bas, tu as toujours des nouveaux produits. Ah ben oui. T'as autant. C'est le royaume de la bébelle. C'est le roi. Bébelle dispendieux. Bébelle dispendieux, je veux dire, quand tu bébelle vois. pour adulte. Quand tu vois une centaine de télévisions collées une à côté de l'autre dans un mur complet de LG, tout en 3D, et que tu as un mur de quasiment 1 km de long juste en 3D, tu vois que c'est la démesure. Et Vegas, c'est Vegas. Ouais. Tout est démesuré. Et juste Panasonic, Sharp, Samsung, LG, toutes ces grosses compagnies-là ont des booths qui sortent hors de l'ordinaire. C'est incroyable. Les compagnies, pour ceux qui trippent sur le fitness, toute la technologie du fitness était là. La technologie du frigidaire électronique LG branché sur ton iPhone, sur ton... Tout ça, tout est là-bas. T'as le home entertainment, t'as le fitness, c'est simple,
il y a de tout pour tout le monde. Puis, pour donner un ordre d'idée, là, en 21 heures de marche, j'ai été incapable de voir tous les booths. Bizarrement, je n'ai même pas vu le booth de Microsoft, qui est une ville là-bas. Là. Et je ne l'ai même pas croisé tellement que c'est gros. Parce que tu as passé 21 heures à te promener dans les fameux... Dans les booths partout. Il y avait 3000 booths total. Puis 3000 Donc ça veut dire booths. c'est combien d'hôtels que c'est distribué Ben écoute, sur... on était 153 000. Ça a été le record du nombre d'attendees dans l'histoire des États-Unis. Donc, il parle d'une reprise économique à Las Vegas juste avec ce show-là. Imaginez 153 000 personnes. Si chacun prend une chambre, c'est 153 000 chambres. Les prix des chambres ont monté, mais sauf que c'est pas cher à Las Vegas. Tu peux te trouver des chambres à 30$ la nuit facilement, puis de quoi de très beau. Tu peux, parce qu'ils s'imaginent que tu vas jouer dans les casinos, mais mettons que tu flottes pas nulle part. Le CES, tu peux le payer à 200-300$ ta passe d'entrée facilement. Le billet d'avion à 450. À 1000$, tu pars beaucoup moins cher. À 1000$, tu pars à Vegas une semaine et tu ressors de là avec. C'est de façon incroyable. La seule chose, tu n'as pas le droit d'aller là si tu n'es pas représentant d'une entreprise affiliée au domaine de l'électronique. Ça se corrige un peu. Nous, on a pu rentrer, mais j'ai dû prouver qu'on était fabricant. Parce que, imaginez avec 153 000 personnes, s'ils acceptaient n'importe qui là-bas, oui, le grand public, là. Il y aurait le grand public, n'importe qui. Il faut que tu sois dans le monde, si tu as une carte d'affaires dans le monde du software, représentant de la compagnie, tout ça, ils te laissent rentrer, tu dois prouver ça à l'entrée, sinon ils te donnent pas ton badge pour rentrer. Donc, c'est la seule chose. Mais n'empêche que tu vois même tout le côté automobile aussi. Les systèmes de son, les écrans tactiles dans les autos. On a vu des Lamborghini, des Ferrari, des Maserati. On a vu toutes les sortes de véhicules avec toute l'électronique possible qu'il peut y avoir dedans. Il y a vraiment... Il y a pas de compagnie de développement de software ou des IT consulting là-bas. C'est oubliez ça. Ouais, mais là, c'est du hardware. mettons qu'un développeur va à une conférence comme ça. Ouais. Le lendemain, quand il revient, là, il sera pas un meilleur développeur. Il Non. va juste avoir vu de la belle techno. Ben des bébés. Ouais, il va avoir vu bien les affaires. Dans quelle mesure ça peut l'aider dans son travail? Il n'y a aucun retour sur investissement réel pour un développeur. La seule chose qu'il va avoir, c'est au niveau, s'il fait du développement de tablette et téléphonie. Là, vraiment, là, ils vont avoir vraiment une avance sur qu'est-ce qu'il y a sur le marché, ainsi de suite. Les devices à essayer, qu'est-ce que les clients pourraient être intéressés, ainsi de suite. Mais il faut comprendre, là-bas, tu peux pas acheter sur place. C'est une place où les gens vont dealer. Par exemple, j'ai croisé les acheteurs du Centre Hi-Fi au Québec qui étaient là, avec sur leur badge, c'était écrit acheteur en anglais buyer. Ouais. Puis eux, ils étaient là. Puis quand eux arrivent à côté de toi dans un booth, tout se déplace, tout le monde s'en va vers cette personne-là parce que le gars, il est là pour aller acheter ses TV pour 2012. Quand j'achète 10, 15, 20, 30 000 télévisions pour l'année. Donc, c'est là que ça se passe, tous les achats annuels. Donc, j'ai vu toutes les compagnies. C'est en anglais, on dit un trade show. Oui, exactement. C'est pour faire du commerce. Oui, c'est ça. Exactement. Hey, t'as parlé, il y a un peu l'équivalent en Europe, le fameux CeBIT. Le CeBIT. Oui, exactement. Donc, CeBIT, c'est aussi commercial. Hein? C'est très commercial. Moi, je suis allé en 2000... Non, en 1909. Je suis allé il y a 12 ans. Ouais. C'est gros aussi. Mais ça serait-tu un arrêt pour toi, éventuellement, le CeBIT? Oui. Côté Europe, là, effectivement. Sauf que, oui, parce que j'ai été surpris un peu. Il y a eu 153 000 personnes. Il y a eu 34 000 personnes internationales, donc autres que les États-Unis. C'est seulement 34 000 qui viennent partout dans le monde. Donc, ça m'a surpris un peu. Donc, c'est beaucoup le monde de US qui sont là. Ouais. Mais au niveau des booths, tu as l'impression d'être en Asie. Donc, je veux dire, tous ceux qui affichent leurs produits, tout est manufacturé là-bas. Donc, Japon, Chine, Taïwan, Hong Kong, l'Inde, tous les fabricants viennent de là-bas au complet. Donc, tu as l'impression vraiment d'être dans un pays asiatique, mais tous les gens qui assistent, c'est des Américains. Donc, mais 34 000, c'est pas tant que ça. Donc, oui, effectivement, d'aller en Europe, ça pourrait être bon pour voir les autres produits européens. Une petite question. Tantôt, tu as brièvement parlé de 3D, télé 3D. Est-ce que tu voyais que c'est une tendance là-bas ou c'est en phase-out? Non. Moi, ça me surprend. Je pensais jamais que ça pognerait. Là, en ce moment, ce que les gens, où est-ce qu'on commence à voir en ce moment les TV 3D sans lunettes. Donc là, ils commencent à afficher certaines télévisions. Là, en toute transparence, je suis convaincu que la techno existe déjà depuis longtemps. C'est juste qu'ils ont du stock à écouler avec standard 3D. Ils sortent tranquillement pas vite. Mais là, on a vu
des télévisions sans lunettes 3D. Puis tu vois Sauf très qu'il n'y a bien. pas d'adoption par les gens. Les gens Ben, il n'y a checkent pas d'adoption, mais m'a dit l'industrie pousse en tabarnouche, par exemple. Oui, parce que l'industrie tu pousse. sens que ça s'en va vers ça. LG, comme je vous dis, ils ont collé un mur d'au moins une centaine de télévisions 55 pouces 3D, toutes synchronisées ensemble, et qu'il y avait un film 3D qui jouait. C'était hallucinant. Pour la première fois, autre que dans un Future Shop, là, où est-ce que tu essayes des lunettes, tu essayes un écran 3D. Pour la première fois, j'ai vu vraiment que ça peut être incroyable. Mais de porter des lunettes pour écouter un film, pour écouter la télévision, c'est un peu bizarre. Ouais. Donc, tu sens que la vraie adhérence du home user va être lorsque tu auras plus de Puis lunettes. il y a aussi une fatigue au niveau du home user, dans le sens où si tu viens de t'acheter un téléviseur un grand format, qui est pas 3D, mais là, t'en achèteras pas un autre l'année prochaine, là, parce Non, qu'il est Mais 3D. t'as aussi, tu sais, là, fait la pas, ça prend des contenus. Puis là, les contenus, c'est des films, mais tu sais, ta télévision classique est ça, pas en est 3D, standard. puis elle sera pas en 3D. Parce que, en tout cas, je sais pas si tu as senti ça aussi, la volonté des gens de se déconnecter du câble, d'avoir la télévision par Internet, est-ce que c'est aussi quelque chose que Non, c'est pas... au contraire, là, les gens, tu sais, les Apple TV, les Google TV, les Xbox, qui va tout rentrer là-dedans, ça avec, je sens que c'est pas un marché qui est acquis tout de suite. Je sens, au contraire, là, ce qu'on a vu, ce que moi j'ai vu là-bas, c'est l'inverse. C'est l'Internet qui est rentré dans la TV. Donc, toutes les Smart TV, partout, tous les constructeurs affichaient en gros Smart TV. Ouais. Et là, tu voyais vraiment l'accès au web. Et là, c'était intéressant Mais d'avoir c'est la toujours, Kinect. que ce soit Google TV, c'est... Non, c'était vraiment Samsung a son propre Smart TV où est-ce que tu as ton propre browser, tu as ta propre caméra, tu as Skype built-in dans la télévision, tu as l'accès Internet, tout built-in dans la TV, et ça pogne beaucoup plus que de dire j'enlève ma TV traditionnelle, je me mets juste un écran et je mets une boîte et là tout passe par Internet. J'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression que les gens utilisent vraiment leur télévision standard. C'est beaucoup Samsung puis LG qui poussent ça en ce moment. Mais grosso modo, c'est juste qu'au lieu d'avoir une petite boîte à côté, la boîte est intégrée dans la TV puis tu branches ton fil, mais c'est la même chose. Oui, c'est ça. Ça vient au même. Mais les gens d'avoir un autre bidule, ils veulent tout built-in dans une TV. Donc, Ça a l'allure, ça, parce ouais, que les c'est gens, ça. ils vont acheter... il y a juste les techies. Moi, je me suis acheté un petit boxy dans le temps des fêtes parce que je suis prêt à avoir une petite boîte à côté puis pas acheter une nouvelle TV. Mais c'est sûr que si j'aurais racheté une nouvelle TV, si j'aurais été prêt pour ça, j'aurais peut-être dit, bon, ben, je vais mettre $100 de plus, je vais en acheter une qui a tout intégré. C'est ça, exactement. Mais Smart TV, ça a été vraiment quelque chose là-bas qui a été beaucoup affiché, puis les gens aimaient ça. Donc, ça serait plus une tendance que Moi, tu as je vu là, pense. que le 3D. Là. Moi, je pense. Moi, je pense que intéressant. oui. Moi aussi, je suis un peu d'accord que Smart TV va prendre plus de place. Donc, pour résumer, des beaux téléphones. Ouais, des beaux téléphones, des tablettes qu'on connaissait déjà toutes. Ouais. Rien de nouveau dans les tablettes. Écran, petit écran, oui, plein de nouveautés, mais c'est rien de majeur. Vraiment. Le fameux format entre le 10 pouces puis le 4 pouces, le fameux tablette à 7 pouces. Ça pogne pas pantoute. Non. Je veux dire, ça pogne pas pantoute. Aujourd'hui, C'est quand pas- tu peux avoir une tablette Android à 200-300$. Puis la tablette à 11 pouces, là, 13 pouces, le grand format, est-ce que tu en as vu beaucoup? c'est plus tu montes, plus que tu t'en vas vers le Windows. Donc, les tablettes standards sont beaucoup du Android puis du iPad. Donc Donc c'est le ça. format 13 pouces, on peut Ouais. plus voir ça, plus apparaître avec Windows 8. Les gens qui connaissent beaucoup le CES, qui y vont régulièrement chaque année, tout le monde a été déçu cette année. Pas moi, c'est la première fois. En termes d'annonces technologiques, tout le monde a été déçu. Les gens disent il n'y a rien qui a été annoncé. Puis effectivement, tu regardes juste le keynote de Microsoft, excusez-moi, mais qui était affreux. Ouais. Il y avait absolument rien de nouveau. On ne savait rien de nouveau. Il y a personne qui a annoncé des grosses, oui, des nouveaux laptops, mais révolutionnaire cette année, il n'y avait pas grand-chose. Puis c'est bizarre, il y a eu le plus grande assistance à vie aux États-Unis. Mais je pense que c'est un show qui vaut la peine. À mon avis, l'année prochaine, quand Windows 8 va être live, les tablettes, les laptops, les écrans, et là, on va avoir vraiment beaucoup de changements. Kinect, Xbox va changer beaucoup, le Microsoft Store va être là, il va y avoir beaucoup de changements. Ça, c'est pour le monde Microsoft. Ça, c'est pour mais Microsoft. Dans le reste du Apple monde, va avoir fait ses annonces dans 2 mois, donc ils vont peut-être arriver aussi avec des choses révolutionnaires. Probablement. Des rumeurs autour de la télé. C'est ça. Google aussi, c'est de moins en moins une conférence où des gros joueurs vont annoncer, même Non. Microsoft a annoncé que il se retirait. Ouais.
Donc, Les gens veulent plus attendre, ils veulent plus se fier à une date de show pour annoncer leurs produits. Donc, c'est pour ça que ça devient un show intéressant, mais souvent les produits, on les connaît déjà, on les a juste pas vus en vrai. Puis, c'est la place Ce qu'on voit peut-être, c'est l'aboutissement des annonces que soit des Apple ou des Microsoft ont fait au préalable. Oui, exactement. Donc, c'est la place où aller voir les nouveaux devices qui sont pas encore sortis, mais qui sont annoncés. Ouais. Donc, tu vas là, puis tu peux les voir. OK. Fait que sinon, ben oui, c'est un très bel événement. Je suggère tout le monde au moins pour une année, d'arrêter un show de dev, de faire un tour là. Puis, vous allez à Vegas, baby! Ouais, c'est ça, mais petit conseil, il est pas tout seul. Moi, j'ai été tout seul sur ça, un petit peu long. Ouais. Marcher d'un bout, à un moment donné, c'est très long. Donc, non, c'est un bon point, parce que aussi, en ayant un collègue ou une collègue, c'est qu'on peut... Il y a tellement de choses, j'imagine, qu'à un moment donné, t'es pas capable de tout voir. Non, c'est impossible. Fait que des fois, avoir un collègue que tu peux échanger un peu, dire, bon, toi, tu peux aller là, moi, je vais aller là, on va se partager l'information, ou tout simplement se faire ouvrir les yeux. Hey, t'as-tu vu ça? Ça a l'air intéressant. Ouais, exactement. Tu le vois d'un angle différent, ouais. Donc, moi, j'irai, la prochaine fois, je vais me trouver quelqu'un m'accompagner, parce que je suis un petit peu long. Je pense que tu vas avoir des volontaires. On s'entend que c'est pas le genre de conférence, tu peux dire, je vais emmener ma douce moitié, parce que là, on va s'ennuyer. Non, mais t'as même pas le droit, c'est écrit ta batch, femme, enfant, non accepté, ça prend obligatoirement 18 ans et plus pour aller là. Faut que tu sois affilié dans le domaine de l'industrie, donc c'est très restrictif. Donc, mais amenez quelqu'un. Bon, ben merci beaucoup, Dominique. Nous, on fait la pause et on revient avec les actualités. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Les actualités avec M. Guy Barrette. Hey, j'ai pas grand-chose, Mario. On vient de faire une heure d'actualité. Un peu comme Dominique expliquait, il y a eu le dernier keynote de Microsoft au CES, puis normalement, il y a tout le temps une couple de petites choses qui ressortent, des choses intéressantes. Puis comme Dominique, tu mentionnais, c'était le keynote le plus plate qui a pas eu lieu. Donc, franchement, réellement pas grand-chose. On est au retour des fêtes, donc absolument, on n'aurait pas à espérer que le Consumer Electronics Show aurait suscité des nouvelles annonces. Mais la seule annonce de Microsoft, c'est le Kinect disponible sur Windows. Ouais. Pas de grande nouvelle. Non, parce que tout le monde savait que ça s'en venait. Je sais pas si c'est encore du terme de la rumeur, mais on sait qu'il y a un bêta qui s'en vient de Windows 8 bientôt. Là, ça a peut-être été annoncé officiellement au CES. Fin février, probablement, quelque chose comme ça. Donc, d'ici 2 mois, on va pouvoir mettre la main. En tout cas, on va pouvoir commencer à peut-être penser à utiliser ce système d'exploitation-là comme système d'exploitation primaire de notre machine de base. Moi, j'ai pas encore fait le saut à Windows 8, j'ai encore un bon vieux Windows 8. Ouais. Ce qui veut pas dire qu'on n'utilise pas Windows 8 pour s'amuser, mais pour développer, mais pas pour notre machine principale. Mm-hmm. Écoute, Guy, ce qui s'en vient du côté de la communauté.net, à la fin du mois, il y a un samedi.net avec TFS. Oui, on a un samedi.net sur... en fait, c'est le 28, samedi le 28. Donc, c'est une journée complète là, sur l'outillage qu'on retrouve dans Visual Studio 2010. En fait, le thème, c'est de développer du meilleur code. Oui, donc c'est les outils pour les développeurs, les outils pour les testeurs, puis c'est nos bons amis Étienne Tremblay puis Mathieu Zablowski là, qui vont diriger cette journée-là. En février... En fait, le titre, c'est tirer le maximum de Visual Studio pour développer des meilleures applications. Ouais. Puis après ça, en février... Mais en fait, il y a Dominique, le 6 février... Tu vas parler de CES, toi, je pense. Oui, à la communauté. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Dominique est assez occupé de cette... Non, mais mon objectif, le 6 février, je veux pas le confirmer encore tout de suite parce que il y a une
une donne que je ne sais pas, c'est que nous, on lance notre produit aux États-Unis lundi prochain à Las Vegas dans un show qui s'appelle World of Concrete, qui est vraiment un show de construction, qui est pas l'équivalent du SES, mais qui a quand même beaucoup de personnes. Tout notre matériel est tout rendu là-bas et ça voyage par camion. Si le matériel revient pour le 6, ça pourrait que j'amène au groupe la table 55 pouces. Sauf que ça demande une organisation, un transport spécifique pour l'amener. Donc, une décharge pour la sortir de là à 10 heures parce que je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui vole une table. Non, mais ça paraît pas, mais ça a l'air, ça compte beaucoup d'implications. Si les tables sont revenues pour le 5 février, le 6, probablement que je vais amener une démo de la table tactile 55 pouces, que les gens puissent voir un petit peu le style de développement WPF. Puis c'est ça qu'on va amener. Je vais faire ça une moitié de journée, puis l'autre moitié, ça va être plus orienté dev tactile là, avec une autre personne là, de chez Ronat. Donc, c'est l'objectif. Puis en février, je sais qu'il y a une rencontre du côté de l'architecture. Donc, plusieurs rencontres intéressantes. On vous invite à aller sur le site meetup de la communauté.net de Montréal. Puis, je pense que ça fait le tour, hein, Guy? Oui. Donc, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. Puis, on te remercie encore, Dominique. Un plaisir, merci. On se revoit le 6. Oui, donc, au plaisir de pouvoir pas se parler parce qu'on discute pas vraiment, mais que vous soyez encore là à nous écouter dans les prochaines semaines, les prochains mois. Bye bye. Au revoir. Merci, bye. Visual Studio Talk Show.